Merci aux organisateurs de m'avoir invité une nouvelle fois pour faire une topo à l'aquamarine, qui est une vieille amie l'aquamarine. Je remercie notamment Pascal Claquet et le comité de Caen, de Basse-Normandie, mais aussi le comité scientifique et l'ensemble de la Fédération aquamarine qui œuvre pour justement préserver ces sujets auxquels je suis personnellement très attaché. Je vais également remercier quelqu'un qui n'a pas directement à voir avec l'aquamarine, mais qui m'a permis un jour de rentrer dans cette université de Lille, non pas de Lille, du Caen. Intéressant. Dans cette université de Caen, par derrière, parce que j'étais interdit de rentrer par devant. C'était l'année dernière au congrès de l'ANCRA, sur l'autisme, congrès national organisé par Jean-Marc Barrette, qui est ici présent, qui représente la fac de médecine, et qui donc, contrairement aux menaces qui lui étaient proférées, qui devait retirer mon nom et ma personne du programme, a quand même maintenu son amitié envers mon travail et ma personne, et a quand même exigé que je fasse ma conférence comme j'étais prévu dans le programme. Alors ça nous a coûté une manifestation à l'entrée pour m'empêcher d'entrer dans cette université, et puis ça lui a coûté aussi 10 000 € de donation de la Fondation Orange, qui, me voyant dans le programme, a voulu retirer donc, sa subvention à son organisation de congrès. C'est pour dire que l'université, comme ça a été souligné ce matin, a un rôle qui peut être très important du côté du courage et de la tenue de certaines valeurs, ou au contraire du côté de la lâcheté. C'est ce qui s'est produit à Toulouse, puisque la même association a assigné en justice un type qui devait faire une conférence sur le packing, et l'université s'est décontrée et a donc interdit la conférence sur le packing à Toulouse. Donc vous voyez, Caen, c'est quand même beaucoup mieux que Toulouse. Donc voilà, Pascal avait demandé de traiter le sujet, d'ailleurs il m'avait donné le titre, comme ça il ne me restait plus qu'à faire le texte. Merci. Je vous propose de méditer à la réflexion ces temps-ci. Venant à la rescousse de la parole prophétique de Toscaïès, que vous connaissez tous, sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c'est l'homme même qui disparaît, Henri Malvinet, avec la puissance qu'il caractérise, déclarait lors d'une conférence que j'organisais avec Salomon Resnick et l'association culturelle à Angers en 1999 sur le thème « Penser l'homme et sa psychose », l'homme est de plus en plus absent de la psychiatrie, mais peu s'en aperçoivent parce que l'homme est de plus en plus absent de l'homme. On ne saurait si bien dire ce qui est en passe de nous arriver et contre lequel nous devons lutter collectivement de toutes nos forces éthiques, intellectuelles et affectives pour en empêcher la survenue. Non pas dans une attitude romantique ou esthétisante, ce qui pourrait laisser penser à une position nostalgique, voire dépressive, mais dans un mouvement de rassemblement de tous les éléments épars que seule l'histoire de la psychiatrie éclaire de la réalité de ces errements délétères et des espoirs de ces révolutions inachevées. Car enfin, il faut le dire haut et fort, une certaine idée de la psychiatrie a prévalu pendant quelques décennies, qui a permis d'accomplir de profondes modifications de son exercice auprès des personnes concernées par cette pathologie si singulière. Et tout cela pourrait tout simplement disparaître. Et de surcroît, pour de mauvaises raisons. Il en va de cette psychiatrie à visage humain comme de la démocratie. Nous prenons conscience de son immense importance que lorsqu'elle en vient à risquer de disparaître, nous révélant à la fois son caractère précaire et la fragilité des équilibres qui l'ont installée dans l'histoire de nos contrées et de nos vies quotidiennes, menacés à chaque instant d'en être chassés par le côté obscur de la force. Il n'est pas facile d'admettre que les avancées de l'homme ne peuvent jamais être considérées comme acquises une fois pour toutes. Et la correspondance entre Freud et Einstein est là pour nous rappeler, avec une rigueur toujours aussi actuelle, que les processus d'idéalisation, considérant la destructivité de l'homme comme amendable, sont nos pires ennemis sur le chemin de la civilisation de l'homme lui-même par les processus de culture,
seul susceptible de transformer la violence dans certaines circonstances. Ce n'est que lorsque l'on connaît bien ses limites qu'une évaluation des forces en présence est envisageable dans la réalité. Sinon, les pièges de l'inflation imaginaire se referment sur les utopies avant même leur possibilisation. C'est en partie ce qui est arrivé à notre psychiatrie, que je qualifie de transférentielle, de ne pas l'avoir assez explicité ou d'avoir trop négligé les attentes de psychiatrie sécuritaire qu'un socius contemporain, pétri d'un malaise entretenu par des démagogues à courte vue et excité par des médias de plus en plus complaisants à force de simplification, semblait préférer à toute humanisation de ces modes d'exercice. D'un certain point de vue, une guerre larvée contre l'humanité des pratiques relationnelles est déclarée et la psychiatrie, avec la pédagogie, la justice et toute autre pratique relationnelle, une grande cause comparable, est en première ligne de ce combat. Une psychiatrie sans sujet serait une psychiatrie mortifère. Avant d'explorer plus en profondeur les avatars de la psychiatrie d'aujourd'hui, laissant se refermer sur ces démons connus et inconnus, il me semble utile de parcourir l'histoire de ces évolutions et révolutions pour mieux percevoir d'où s'originent les lignes de force qui président à la restauration du sujet dans l'homme. La révolution psychiatrique, tout d'abord. La révolution psychiatrique commence avec Pinel et Poussin, sur les épaules des encyclopédistes et dans le sillage de la Révolution française. Le fou est un citoyen, et en tant que tel, le médecin peut l'aider. Il est ainsi libéré des prisons et des culs de basse-fosse dans lesquels il croupissait antérieurement sur la seule action d'une lettre de cachet. Le désormais malade mental a le droit d'être soigné dans une tentative de compréhension humanisante par un traitement moral qui repose sur une position philosophique révolutionnaire. Mais cette position pionnière, éclairée différemment par Foucault, par Gaucher et Swain, et plus récemment par Laure Murat également, tenant en grande partie au charisme de ses deux premiers fondateurs, se dévoiera peu à peu dans une réforme centrée par Esquirol sur les espaces dédiés aux désormais malades mentaux, au détriment de l'art de les habiter avec humanité. La loi de 1838 commence par cette fondation. Il est créé dans chaque département un asile d'aliénés. Traduction législative de la pensée opératoire d'Esquirol, pour qui ce nouvel espace constitue, dit-il, un instrument de guérison à la condition d'être gouverné par un médecin habile, on pourrait ajouter aujourd'hui habile profond. Une fois passées les quelques années de la lune de miel consécutives à cette réalisation, oblitérant le caractère relationnel que l'utopie du traitement moral portait en elle, et minéralisant ses potentialités libératrices dans les désormais célèbres depuis Gentis murs de l'asile, l'expérience a montré que sans l'inspiration qui guidait les premiers philosophes psychistes, cette projection de la folie dans des lieux médicalisés était purement et simplement vouée à échouer sur le roc de l'inconnu transférentiel. Dans l'après-coup, nous avons compris que sans l'invention freudienne, réhabilitant le monde des névroses et permettant la découverte de ce levier puissant du transfert pour mieux approcher la présence de l'infantile dans l'actualité de son rapport au monde de l'intersubjectivité, le piège de l'aliénation mentale ne pouvait être déjoué sans le recours obligé à la surdétermination inconsciente. Cette première étape ne répondait que partiellement aux questions posées par les destins anthropiques asilaires, dans la mesure où les transferts des personnes névrosées n'avaient que peu à voir avec ceux des personnes psychotiques sédimentant dans un établissement d'aliénés. Il aura fallu attendre encore quelques décennies et la survenue d'une deuxième guerre mondiale pour que la métapsychologie freudienne soit visitée à son tour par les pères de la psychothérapie institutionnelle et plus précisément par Tosquelles et Houry. En venant proposer une réflexion qui visait à étendre à l'ensemble de la psychiatrie les découvertes freudiennes, à la condition de les repenser en fonction des pathologies envisagées. Un lieu spécifié et clos ne pourrait en aucun cas parvenir à transformer, au sens de Bion, les éléments d'une double aliénation
sur le plan psychopathologique d'une part et sur le plan social d'autre part, existant préalablement dans le socius et conduisant le patient vers l'asile en autre chose que la reproduction des mêmes mécanismes à l'intérieur même de l'asile. Ségrégation, cloisonnement, isolement, pathoplastie, sédimentation. Si pour Freud le sujet de la névrose n'est pas là où on l'attend, wo es war, soll ich werden, là où ça est, je dois advenir, c'est parce qu'il est surdéterminé par un inconscient, et dans une moindre mesure par un surmoi, qui entretiennent tous les deux avec le moi des rapports de force pulsionnels qui produisent les symptômes de la névrose occidentale poids moyen. Dans certains cas, les forces en question dévorent les capacités du système et déclenchent une névrose pathologique. Mais les deux idées freudiennes novatrices sont que, même dans de telles occurrences, il n'y a pas de différence définitive entre normal et pathologique, et que les symptômes ont un sens pour le sujet serti dans sa névrose normale ou pathologique. À charge pour le psychanalyste, devenu fin limier, d'en trouver le sens, non pas à la place du patient, mais avec lui, coacteur de sa thérapie. Je vous encourage d'ailleurs vivement à aller voir le film Jimmy P, qui montre d'une façon merveilleuse comment le processus psychothérapique agit. Pour y parvenir, Freud conseille, troisième idée force, de prendre appui sur la relation entre le patient et son psychanalyste, mise en forme par le vécu subjectal de son enfance et actualisant ses premières interactions avec ses parents lors de sa période apprenti, autrement dit, sur le transfert. Difficile, après ces découvertes, de continuer à nier que le projet freudien soit de restaurer le sujet dans l'homme, même au prix de sa folie névrotique. Et insupportable d'entendre que la psychothérapie institutionnelle, comme la psychanalyse, n'aurait pas comme projet de restaurer le sujet dans l'homme psychotique et chez l'enfant autiste, tout en l'accompagnant dans la cité tout le temps nécessaire. Mais l'accueil type a ses limites, et notamment dès lors qu'il s'agit de soigner les personnes psychotiques et de se soumettre à leur forme singulière de transfert, notamment le transfert dissocié, concept spécifique de la schizophrénie inventé par Oury à partir du concept multiréférentiel de Tosquelles, mais aussi le transfert psychotique ou projectif, et également le transfert autistique et adhésique. Et leurs corollaires obligés, les constellations transférentielles de chaque patient en tant que, les constellations transférentielles, création institutionnelle répondant à la spécificité des êtres au monde de chacun. La psychothérapie institutionnelle est née pour partie de la réponse à la question posée par un Freud visionnaire en conclusion du 5e Congrès international psychanalytique de Budapest en septembre 1918, survenant sur les décombres de la Première Guerre mondiale, et proposant, sans le formuler aussi clairement que je vais le faire, que l'institution figure le chaînon manquant dans l'instauration de la relation transférentielle entre le patient psychotique et les soignants qui l'accueillent, et en pensant le déploiement de cette institution de telle sorte que l'humain y soit cultivé de façon prévalente à toute autre qualité. Je ne peux résister ici au plaisir de vous citer une partie de cette parole freudienne qui a pour moi beaucoup d'importance. Pour conclure, disait Freud, je tiens à examiner une situation qui appartient au domaine de l'avenir et que nombre d'entre vous considéreront comme fantaisiste, mais qui, à mon avis, mérite que nos esprits s'y préparent. Vous savez que le champ de notre action thérapeutique n'est pas très vaste. On peut prévoir qu'un jour, la conscience sociale s'éveillera et rappellera à la collectivité que les pauvres ont les mêmes droits à un secours psychique qu'à l'aide chirurgicale qui leur est déjà assurée par la chirurgie salvatrice. La société reconnaîtra aussi que la santé publique n'est pas moins menacée par les névroses que par la tuberculose. À ce moment-là, on édifiera des établissements, des cliniques, ayant à leur tête des médecins psychanalystes qualifiés et où l'on s'efforcera, à l'aide de l'analyse, de conserver leur résistance et leur activité à des hommes,
qui sans cela s'adonneraient à la boisson, à des femmes qui succombent sous le poids des frustrations, à des enfants qui n'ont le choix contre la dépravation et la névrose. Nous nous verrons alors obligés d'adapter notre technique à ces conditions nouvelles. La création d'une véritable psychiatrie publique en appui sur la psychiatrie de secteur et une psychothérapie institutionnelle pensée et réalisée dans le creuset de Saint-Alban pendant et après la Deuxième Guerre mondiale se situe, à mon sens, dans la suite logique directe des premiers actes révolutionnaires de Pinel et Poussin, puis de ceux de Freud. Le sujet en souffrance psychique peut désormais bénéficier d'une prise en charge cohérente et continue, proposée au plus près de son lieu d'existence et de celui de ses proches, et sans impliquer une hospitalisation comme moyen de recours univoque, mais seulement sur indication médicale. C'est de la critique des conditions de vie des malades, et notamment de la mort de 45 000 d'entre eux, que jaillit l'impérieuse nécessité de la restauration du respect du sujet dans l'homme malade. Les lieux de rencontre avec les patients, soit en hospitalisation, soit en extra-hospitalier, et avec leurs familles, sont articulés sur le mode proposé par Jean M. d'une bande de Mébius, ce qui facilite la continuité des soins, condition de possibilité de la prise en considération de la relation transférentielle. Le travail porte sur la double aliénation, en apportant des réponses à la souffrance individuelle du sujet par une approche psychothérapique au sens large, mais sans négliger les éléments d'aliénation qui proviennent de sa position dans le socius, famille, travail, culture, ce qui nécessite le recours au concept de rapport complémentaire repris par Toscaïès à Dupré-El et amène à un travail avec les relais du patient dans la cité et notamment avec le politique. L'institution sert d'objet malléable, intermédiaire, dans cette construction complexe de la constellation transférentielle. Elle est à la fois souple et plastique pour pouvoir s'adapter suffisamment à chaque situation psychopathologique. Mais la permanence de sa tenue en fait un étayage phorique solide sur lequel le patient peut compter. L'équipe soignante, substratum des constellations transférentielles, est le lieu du changement pour atteindre les objectifs poursuivis, par une formation continue en perpétuité, par une réflexion institutionnelle pour mieux s'adapter aux particularités de chaque sujet malade, et notamment à chaque forme de transfert. Les réunions de travail sont les véritables opérateurs de ces changements considérables. Toutefois, ces perspectives changent radicalement le fonctionnement de la psychiatrie et remettent en cause les privilèges de ceux qui disposaient d'un pouvoir discrétionnaire sur les équipes soignantes et sur les patients eux-mêmes. Cela entraînera des résistances plus nombreuses que prévues, et la psychiatrie de secteur, psychothérapie institutionnelle, devenant banale, tout le monde pense en faire, se diluera dans une sorte de psychiatrie molle, comme les montres de Dali, dans laquelle chacun y va de ses propres territoires psychiques plus ou moins fétichisés, les fameux marquisats décriés par Bonafé, sans considération suffisante pour les ressorts anthropopsychiatriques de la doctrine sectorielle d'origine. Les formations exigeantes à la psychopathologie, les parcours psychanalytiques personnels, les apprentissages des techniques de groupe, pour ne citer que cela, connaissent des aléas très divers qui, chez certains, prennent la forme de quasi-faussettes professionnelles, parfois jusqu'à la caricature. Le fameux s'autoriser de soi-même proposé par Lacan dans un contexte très précis sur le plan historique est encore trop souvent pris au pied de la lettre et donne lieu à une médiocrisation, voire à une bureaucratisation des pratiques qui laisse beau jeu aux détracteurs du secteur de la psychanalyse de les parer de toutes sortes de défauts qu'ils présentent effectivement. Mais plus généralement, comme le démontre parfois parfaitement Roland Gori dans son dernier livre, La fabrique des imposteurs, qui pourrait être sous-titré « Bienvenue dans le monde des faux selfs », ce sont les rapports sociaux qui s'appauvrissent,
progressivement grignoté par une culture de l'image truquée et reposant principalement sur le paradigme du miroir magique. Miroir, miroir, suis-je toujours la plus belle de la contrée? Et de même que le narcissisme subit une mise en abîme affolante lorsqu'il n'est pas transformé par le fameux stade du miroir décrit successivement par Valland puis Lacan, de même recommencent à se développer les oppositions que la psychiatrie de secteur avait réussi à dialectiser et qui vont lui valoir un dépérissement programmé. Psychiatre administratif, urgence, chronicité, autonomie, dépendance, névrose, psychose, maladie, handicap, puis rapidement, symptômes comportementaux, structures sous-jacentes et comportements, psychopathologie, classification française, classification internationale, inflation du comportementalisme, haine de la psychanalyse, spécialité psychiatrique, addicto, pédo, géronto, urgence, ethno, etc., psychiatrie générale, sanitaire, médico-social, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces divisions de la praxis psychiatrique pour de bonnes raisons et de mauvaises manières aboutissent in fine à des découpages qui s'institutionnalisent dans les pratiques concrètes. En tant que spécialiste de tels symptômes, je ne reçois plus que les porteurs de ce symptôme et ne suis plus tenu d'assurer un accueil généraliste de tous ceux qui se présentent à ma consultation. Et cela atomise la psychiatrie pour en faire une sectorisation symptomatique digne d'un catalogue de vente par correspondance, sans aucun rapport avec la sectorisation historique. La démédicalisation des fonctions de responsabilité nécessaires à un fonctionnement cohérent des services de psychiatrie se poursuit et aboutit à la constitution de services dirigés de fait par des administrations souvent peu enclines à écouter les spécificités de la psychiatrie, dans lesquelles travaillent des professionnels qui souvent sont trop peu formés à cette discipline et organisés sur un mode très ségrégatif, tendant à figer le sujet dans ses symptômes d'appel plutôt que de fluidifier sa souffrance vers des réponses polyphoniques disposant d'une cohérence transférentielle. La médecine à visage humain a pâti des spécialisations progressives qui ont abouti in fine à une médecine hyper spécialisée, dite médecine des organes, quelquefois sans considération pour le sujet porteur de la maladie. Tout l'effort de Michael Valint a consisté à construire, avec les médecins généralistes intéressés, un retour sur la personne à partir d'une conception de la médecine à visage humain. À chaque fois que les médecins peuvent être aidés par le travail ordinaire à revenir vers cette notion essentielle pour leur éthique, ils sont la plupart du temps satisfaits de la qualité que cette expérience confère à leur exercice. On assiste actuellement d'ailleurs aux États-Unis au retour d'une médecine dite joliment médecine narrative, dans laquelle la personne retrouve son statut de responsable de sa propre histoire et non plus seulement de victime de son destin de malade. Il n'est pas impossible que la nécessité du retour d'une médecine de la personne soit finalement éprouvée de façon plus aiguë dans un pays qui a aussi créé le BM. Et on a constaté, à côté de quelques progrès dans les spécialités médicales dures, les risques de sécheresse létale dans les autres, et notamment dans la nôtre. Et je voudrais donner deux exemples de ma pratique à titre indicatif pour montrer que cette médecine de la personne ne coûte rien d'autre que d'en prendre la décision. Les obstétriciens qui, grâce à la consultation du premier trimestre de la grossesse, peuvent consacrer 1 heure à la part psychologique, touchent du doigt, c'est le cas de le dire, cette part typiquement humaine qui concerne l'arrivée d'un enfant, avec son cortège d'espoir mais aussi d'angoisse. Lorsque la future mère peut parler de ces éléments à son médecin, elle récupère la part humaine de son aventure médicale et se trouve plus armée pour ce qui va lui arriver. A fortiori, si une dépression ou tout autre phénomène psychopathologique survient au cours ou au décours de cette grossesse, alors le médecin possède des éléments de compréhension qui l'aident à aider la mère dans la plupart des cas. Et lorsqu'il a besoin d'un avis plus spécialisé auprès du psychiatre, son adresse vers son collègue se fait de façon beaucoup plus articulée.
Des groupes d'études, de cas pilotés par des pédopsychiatres avec les sages-femmes par exemple, ont été mis en place dans le cadre d'un réseau périnatalité et montrent à l'envie que ces nouvelles pratiques répondent à des impératifs humains qu'il n'est plus acceptable de laisser sur le bord du chemin. Autre exemple, une recherche conduite avec les pédiatres libéraux sur les liens entre dépression postnatale et signes fonctionnels chez les bébés, insomnie, anorexie, troubles relationnels graves du développement. L'utilisation d'une échelle qui cote la dépressivité maternelle dans la salle d'attente des pédiatres permet d'évaluer le risque dépressif chez la mère. Le pédiatre examine le bébé et repère ou non les signes fonctionnels. Si oui, il regarde le score de l'EPDS de la mère et s'intéresse alors à la santé psychique de la mère. Dans 90% des cas, son intérêt pour la santé de la mère amène une amélioration de son état narcissique et une régression des signes fonctionnels de son bébé. Dans 10%, le pédiatre adresse à son collègue pédopsychiatre pour une consultation parent-bébé. Dans ces deux expériences, le focus du médecin, mis sur les aspects humains des situations médicales, a des effets directs sur les symptômes médicaux présentés en première ligne dans la consultation. Le sujet est remis en première position quand le médecin pourrait se contenter de sélectionner ses symptômes et de les traiter à part et de n'en rester qu'au questionnaire. D'ailleurs, il y a des domaines de la médecine, en chirurgie par exemple, où cette démarche s'impose pour partie, mais le retour à la personne qui est là devant le médecin doit toujours être réalisé pour le moins au moment du diagnostic. Si pour la médecine, cette démarche semble aller de soi, bien que beaucoup de patients se plaignent qu'elle soit encore trop rare, on pourrait s'attendre à ce que dans le domaine de la psychiatrie, elle fasse partie, je n'ose pas dire du PAC, mais de ces pratiques communautaires admises. Nous avons vu l'histoire de la psychiatrie récente à partir de la Révolution française. Et nous avons découvert à quel point les forces civilisatrices à l'œuvre étaient souvent en but à d'autres forces de déliaison, cherchant à atomiser, cloisonner, serrer, pour opérer dans cette médecine de l'âme de nouvelles tentatives linéo-sidéniennes dénoncées en son temps par notre ami Jacques Scott comme une caricature de la science appliquée sans les aménagements nécessaires à la psychiatrie. Or, que voit-on ces temps-ci se mettre en place, toujours sous couvert de la science, et plus précisément des méthodes EBM, et de plus en plus souvent sous la pression de quelques associations d'usagers ou de parents aux méthodes intransigeantes, voire violentes. Après avoir intégré de façon sans doute trop superficielle les avancées permises par la psychopathologie psychanalytique dans la médecine au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et en avoir fait trop souvent au détriment d'avancées réelles dans la pratique des soins, une mode parfois carrément snob dont on parlait dans les salons autorisés et dans les mêmes médias qui aujourd'hui les remissent, la psychanalyse connaît aujourd'hui un retour de balancier important. Et l'on voit, comme souvent dans les modes, les loups hurler avec les loups, ou pour le dire autrement, les praticiens soi-disant psychanalystes ou favorables à cette philosophie de la psychiatrie, souvent autorisés d'eux-mêmes, quitter ce haut du pavé autrefois honorable pour se rabattre vers des méthodes moins complexes, d'apparence plus scientifique et pour tout dire comportementaliste, prouvant ainsi d'ailleurs l'absence d'intériorisation chez eux de la mode précédente. Je n'ai personnellement rien contre ces méthodes, à condition de leur redonner la place qu'elles n'auraient jamais dû quitter, celle de l'éducation et de la rééducation, qui ne se résume pas, et de loin, au conditionnement opérant, qui en est une caricature monoclonale. S'il y a aujourd'hui une confusion dévastatrice en matière de psychothérapie, qui est avalée à toutes les sauces, c'est bien celle qui concerne une opposition entre, d'une part, les psychothérapies qui s'inspirent du traitement moral de Pinel et s'approfondissent avec Freud et la psychanalyse, qui lui donne en quelque sorte ses lettres de noblesse, en passant par le psychodrame, une psychothérapie diverses et variées, et qui trouve sa généralisation possible dans la psychothérapie institutionnelle. Houry dit d'ailleurs que la psychanalyse est une forme particulière de la psychothérapie institutionnelle. Donc une différence entre ces psychothérapies et d'autre part les dites thérapies cognitivo-comportementales qui s'originent, elles, dans l'éducation et n'ont que très peu à voir avec les précédentes psychothérapies, dans la mesure
ou elles sont dérivées d'un mixte entre Pavlov, Lovaas et consorts, et la méthode Coué, éventuellement matinée d'une psychothérapie du moi post-freudienne, centrée sur la reconstruction d'un moi plus apte à diriger son monde, mais sur un mode essentiellement éducatif, à la Woody Allen, voire, quand il s'agit du conditionnement opérant, à la orange mécanique. Bien entendu, on ne peut en aucun cas résumer l'éducation à ces options choisies par certains, car il est plus facile d'en évaluer les effets apparents, dit-on. Une éducation digne de ce nom est humanisante par définition, les éducateurs avec elle. Se limiter à faire acquérir à l'enfant, voire à l'adulte dépendant, des comportements normés est toujours suspect de faire partie des techniques d'emprise, s'ils ne sont pas transcendés par les processus d'identification à l'œuvre dans toute éducation intersubjectale. Dans le cas d'une éducation de la sorte, il n'y a pas à mes yeux d'opposition entre ces deux approches de la personne, mais plutôt possibilité, comme le disait Mme Prado, de complémentarité. Elles répondent à des besoins différents, elles obéissent à des logiques spécifiques. Elles doivent pouvoir vivre leur vie de façon autonome, tout en coexistant sans dommage réciproque. Vous avez tous connu dans vos humanités des professeurs d'histoire-géographie. Oppose-t-on pour autant l'histoire et la géographie? Et même dans les cas de thérapie dite cognitivo-comportementale, choisie délibérément par les parents pour l'éducation spécialisée de leur enfant présentant un autisme. Les réunions de travail entre les acteurs de la psychothérapie et ceux de l'approche éducative type TCC ou autre, conçue sur le mode de la constellation transférentielle, permettent d'humaniser l'ensemble de la prise en charge de façon évidente, en tout cas dans mes expériences et dans celles de nombreux praticiens ouverts à ces complémentarités. Dans le développement de l'enfant, il n'est pas besoin d'être grand clair pour s'apercevoir que l'éducatif est pour une part à l'œuvre dans ce qui structure ses apprentissages, mais que par ailleurs, pour une part non négligeable de sa construction psychique, ce n'est pas l'attitude éducative en tant que telle qui prévaut, mais bien le patéimatos, l'enseignement par l'épreuve de la souffrance et les réflexions qu'elle déclenche en retour dans l'après-coup, référées à la pensée psychothérapique du monde, qui peut être résumée par la question « Alors toi, petit homme, que penses-tu de cette expérience que tu viens de traverser ?» Il me semble que les conflits énormes qui sont actuellement à l'œuvre dans notre France contemporaine, récemment encore actualisés par les bévues inimaginables sur l'autisme faites par la ministre déléguée aux handicapés, dont on ne prononce pas le nom, consomment en pure perte une énergie considérable, révélant une réduction de la pensée à une logique binaire, indicatif d'une radicalisation des problématiques humaines et d'un éloignement progressif d'une ambiance démocratique, je pèse mes mots, sans laquelle la psychothérapie ne peut se développer valablement, sauf à déclencher de telles oppositions de nature profondément raciste. Alors, restaurer le sujet dans l'homme. Dès l'instant où une société se donne le droit et la possibilité de poser ces questions essentielles, sont déclenchés aussitôt des buzz insensés et des processus de meurtre de la pensée. Il existe une place pour que le sujet habite l'homme en toute liberté. Après quoi, et c'est l'horizon de toute liberté, arrive alors la question de l'angoisse qui en borde les entours. Mais nous préférons 100 fois l'angoisse à la privation de liberté. Et si l'angoisse se montre trop envahissante, féroce, persécutrice, alors le recours aux psychiatres et aux équipes de psychiatrie est une réponse que la société offre à ses membres pour en tempérer les débordements. C'est là que la distinction entre l'angoisse névrotique et l'angoisse archaïque ou psychotique trouve toute sa justification, dans la mesure où les réponses à y apporter ne sont pas du même ordre, comme nous l'avons vu au cours de notre présentation. L'idée d'une modernité coïncidant avec un monde où l'angoisse n'est plus tolérée, où le risque zéro justifie le principe de précaution de l'ordinaire du citoyen, où l'ennui, séquelle d'une maladie infantile des démocraties,
doit être bannie et où l'expression de conflits manifeste un penchant regrettable pour le spectacle. Cette angoisse, donc, nourrit le recul des démocraties au profit d'une fausse démocratie, la démocratie médiatique, qui n'est rien d'autre que l'intégrale des figures en faux self évoquées précédemment. Je veux dire que, plus que l'authenticité, c'est l'image que l'on donne de soi qui compte dans le sociétal contemporain, quitte à la travestir pour séduire, ce qui ouvre de fait, comme le soulignait Jean-Pierre Lebrun, le champ des perversions. Or, dans une telle démocratie médiatique, la vie des gens est recueillie comme la preuve de l'existence de la démocratie, mais leurs avis sont formatés par les médias pour assouvir les dieux de la consommation et l'enrichissement du capitalisme international au profit de quelques élites hyperventrues. Il n'est que de voir les travaux de la neuroéconomie pour constater à quel point ces hypothèses ne sont plus les fictions politiques de Huxley, d'Orwell ou de Lewin que nous avons tant aimées, et car elles représentaient autant d'épouvantails lointains. Mais en quelques années, elles sont devenues des figures de l'emprise sur nos inconscients cérébraux, au sens de Marcel Gauchet. Devant un tel constat, qui peut passer pour alarmiste, tous ceux parmi nous qui sont porteurs du projet de restaurer le sujet dans l'homme, au risque d'une angoisse bien tempérée, se heurtent de fait à ces forces de dévotion de l'humanisme de base. Il nous faut donc résolument faire face à nos détracteurs pour leur opposer notre sérénité sur les objectifs poursuivis. Pour ce faire, il n'est pas judicieux de renforcer les clivages entre les approches différentes et complémentaires de la psychiatrie, mais plutôt d'indiquer à quel point notre discipline ne peut produire de résultats éthiquement acceptables sans un appui sur le vertex de l'humain d'abord et de tous ses acteurs. La rectification d'un comportement, si elle ne comporte pas à la clé le sens que ces variations venaient signifier, ne vaut que comme recherche de se plier à une norme sociale pour rejoindre le troupeau des citoyens d'une démocratie médiatique sans parole et sans autre avenir que vétérinaire. Elle ne permet pas de se poser la question de la singularité des personnes qui composent notre monde, et encore moins de répondre aux angoisses corollaires qui peuvent en découler directement. Pour revenir en guise de conclusion à l'échange entre Einstein et Freud, ce dernier répondant à la question du premier sur la possibilité d'une émergence d'un pacifisme, déclare, dit Freud, et maintenant, combien de temps faudra-t-il encore pour que les autres deviennent pacifistes à leur tour? On ne saurait le dire, mais peut-être n'est-ce pas une utopie que d'espérer, dans l'action de ces deux éléments, la conception culturelle et la crainte justifiée des répercussions d'une conflagration future, pour mettre un terme à la guerre dans un avenir prochain. Je vous rappelle que ce texte est écrit en 1933. Par quel chemin ou détour, nous ne pouvons le deviner. En attendant, nous pouvons nous dire, et c'est aussi ce que je voulais vous souligner in fine, tous ceux qui travaillent au développement de la culture travaillent aussi contre la guerre. Dont acte.